La télévision est la plus grande victoire de l'image. Les maisons du monde entier se sont couvertes d'antennes. Elles seront bientôt 200 millions, ces antennes, semblant surgir des toits sous l'onde qui les arrose d'images. Images de l'événement, immédiates et fidèles, ou presque, puisqu'il leur manquait ce facteur de vérité essentiel, la couleur. Le monde vivant est en couleur, et son image ne peut être condamnée au noir et blanc. Mais pour diffuser aujourd'hui une image en couleur, il faut penser aux centaines de millions de téléspectateurs qui ne peuvent recevoir qu'en noir et blanc, et qu'il serait injuste de sacrifier. Ainsi, le programme en couleur, tel que le reçoit le téléspectateur muni d'un téléviseur couleur, le téléspectateur classique, équipé du noir et blanc, doit pouvoir le capter. C'est la première compatibilité imposée à la télévision en couleur. Quand le programme n'est transmis qu'en noir et blanc, on ne peut obliger le téléspectateur muni du téléviseur couleur d'allumer un téléviseur noir et blanc classique pour le recevoir. Il faut donc que le téléviseur couleur reçoive aussi le noir et blanc. C'est la deuxième compatibilité. La télévision en couleur, soumise à ces impératifs, va se servir des méthodes du noir et blanc. Comment fallait-il faire pour sauver, pour prévenir la rage chez ce petit garçon? Le tube analyseur de la caméra traduit d'abord l'image formée sur la cible photoélectrique en une réplique de la scène visée. Cette réplique, formée de charges électriques, correspond point par point à l'intensité lumineuse de la scène. Et c'est point par point qu'elle va être démontée par le faisceau d'électrons analyseurs, recueillant successivement les charges électriques, comme s'il démontait un mur, brique par brique. À l'allure record, il est vrai, de 6 millions de briques par seconde. Ainsi se forme le signal vidéo, donnant à chaque instant la valeur lumineuse d'un point d'image. Quand il est transmis par radio, c'est la télévision. Pour reconstruire l'image à l'arrivée, chaque ligne de point est étiquetée par une impulsion repère de ligne, qui synchronise le balayage du tube cathodique de réception, où l'image se reconstitue toujours point par point. Plus grand sera le nombre de points par ligne, plus fine sera l'image. C'est la définition horizontale. Le nombre de lignes de balayage, 625 par exemple, caractérise la définition verticale de l'image. La télévision est au service de l'œil humain qui s'accommode admirablement de ces procédés. Il fusionne tous les points en une image unique. Comme au cinéma, la succession rapide d'images immobiles lui donne l'impression du mouvement. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Mais cet être humain est en couleur lui aussi. Les colorimétristes savent depuis longtemps analyser la structure des couleurs. Et le physicien Maxwell en a décrit les lois de façon intuitive avec son triangle des couleurs. Chaque point de couleur situé à l'intérieur de ce triangle naît d'une addition à dose variable des couleurs primaires rouge, bleu, vert. Au centre du triangle, un mélange additif à dose égale de rouge, de bleu et de vert donne le blanc de référence. La position d'un point par rapport au sommet du triangle figure la dose des primaires. Ainsi, un point turquoise comporte beaucoup de bleu, presque autant de vert et très peu de rouge. Un point jaune sera produit par du rouge, pas mal de vert et du bleu à très faible dose. Ces primaires constitutives, à plus ou moins haute dose, peuvent engendrer un signal électrique proportionnel dans 3 caméras qui seraient spécialisées chacune dans une teinte primaire, la rouge, la bleue et la verte. L'ensemble des 3 signaux électriques définissent conjointement le point de couleur. Si ce point de couleur se déplace dans le triangle, les signaux électriques vont varier, non pas indépendamment l'un de l'autre, mais suivant la loi même de la trichromie.
La conservation des écarts entre les trois signaux est donc essentielle pour la reproduction des couleurs. Pour transmettre l'image en couleur, la première idée consiste ainsi à braquer sur la scène à téléviser 3 caméras identiques, chacune munie de son filtre, le rouge, le bleu et le vert. Chaque caméra analyse alors à pleine définition les images existant dans les 3 couleurs primaires, traitées comme des images indépendantes, chacune ayant sa brillance propre. Les signaux vidéo ignorent qu'ils correspondent à une couleur particulière. Ils peuvent attaquer 3 tubes récepteurs qui projettent l'image colorée fidèle obtenue par synthèse additive. La vitesse est limitée à 45 km/h entre la ville de Sens. Ce procédé de réception, encombrant et délicat, n'est en fait valable que pour de grands écrans professionnels et n'a pas sa place dans le récepteur individuel qui exige un tube unique. Le col de ce tube unique comporte 3 canons à électrons, dont chacun sera mis au service d'une couleur. Il n'est évidemment pas question de superposer simplement les écrans colorés. Ces écrans ont alors été fragmentés en de multiples points colorés, vert, bleu, rouge, juxtaposés à l'intérieur du tube sur sa face interne. Ces points colorés sont des corps luminescents réagissant dans leur couleur spécifique au choc des électrons. On les appelle des phosphores. Ils sont groupés en bouquets de 3 et l'écran en comporte près d'un demi-million. À distance normale, ces points se fondent ensemble pour donner une impression continue. Quand l'excitation des 3 phosphores du bouquet est égale, cette impression est celle du blanc. Quand les canons verts et bleus sont éteints, la plage est rouge, ou verte si les canons rouges et bleus sont coupés. Pour assurer cette excitation sélective par les canons, les inventeurs américains de ce tube, universellement adopté, ont ingénieusement disposé un masque perforé entre les canons et l'écran. Masque perforé d'autant de trous qu'il y a de bouquets. Ainsi, le canon affecté au rouge ne pourra tirer ses électrons à travers le trou qu'en faisant mouche sur le phosphore rouge. De même pour le bleu et le vert. L'image est reconstituée en permanence par le balayage des bouquets ligne après ligne. La dose exacte d'excitation des phosphores est réglée à tout instant par le signal primaire qui commande l'intensité du feu d'électrons de chaque canon dans sa couleur. En fait, ces canons sont constitués d'une cathode émettant les électrons et d'organes de contrôle, les véneltes, interposés sur leur trajet. Ces véneltes, faisant office de vannes, modèrent le débit des électrons suivant le signal électrique qu'on leur applique. Tel est le tube tricanon à masque qui reconstitue l'image couleur. Mais comment assurer la compatibilité à partir de l'un des signaux électriques primaires? Aucun ne convient en réalité pour former l'image noir et blanc sur un tube classique monochrome. On ne rendrait parfaitement compte de l'intensité lumineuse du sujet, ni par le signal rouge, ni par le bleu, ni par le vert. Il faut autre chose, il faut l'information de luminance. Quand le flux de lumière est important, le blanc est brillant. Quand il diminue, les couleurs s'assombrissent. Le blanc rejoint le noir en passant par la gamme des gris. Un point de couleur subissant ces variations fera varier les signaux électriques, mais ils varieront tous les 3 proportionnellement au changement d'intensité lumineuse. Il existe donc un signal commun aux 3 caméras. Ce signal commun va pouvoir être disjoint des signaux primaires propres à chacune des caméras. Il définit l'intensité lumineuse de la scène colorée et porte ainsi en lui une information de toute première importance, l'information de luminance qui a plusieurs rôles à jouer. À partir des 3 signaux primaires, l'élaboration du signal de luminance, désigné par le symbole Y, demande un peu d'arithmétique. La simple addition des 3 primaires serait maladroite, car la réponse de la rétine au flux coloré est telle que c'est la lumière dans le vert qui apporte au cerveau l'impression subjective maximum. Celle du rouge, une impression moyenne. Celle du bleu, enfin, une impression faible. Le signal électrique de luminance est donc mieux donné par la somme pondérée de signaux primaires
dont les coefficients traduisent l'effet subjectif réel. La somme de ces coefficients est égale à l'unité. Ce signal de luminance, dès lors parfaitement analogue au signal de la télévision classique en noir et blanc, pourra très bien alimenter un récepteur noir et blanc. Voilà maintenant respectée la première loi de compatibilité grâce à ce signal de luminance élaboré à partir des signaux primaires. Mais, à côté de ce premier rôle, le signal de luminance Y en tient un autre fondamental dans la transmission de l'image en couleur. Ce rôle est celui d'un pilote, d'un garde-fou qui indique à chaque instant au récepteur la somme des trois primaires à ne pas dépasser pour ne pas fausser par rapport à la scène originale la quantité de lumière fournie au téléspectateur. Comptable qui veille en permanence à la fidélité de l'addition, le signal de luminance va permettre de réaliser une première économie. Puisque le signal de luminance porte une dose connue de chacun des signaux primaires, il serait superflu de transmettre simultanément au récepteur les trois signaux primaires. Si on renonce à transmettre le signal primaire vert, par exemple, le récepteur ne recevra naturellement aucune information directe dans le vert. En revanche, si, du signal de luminance Y, il soustrait, après les avoir pondérés, les signaux rouges et bleus qu'il reçoit en permanence, le récepteur saura reconstituer le signal vert manquant. Les trois signaux primaires sont ainsi tous obtenus et prêts à attaquer le tube. Ce calcul électronique s'opère à la réception de façon continue, dans une matrice, et le signal vert sort en permanence. Trois signaux, celui de luminance et ceux de couleur, sont donc transmis. Mais affecter trois émetteurs distincts à chacun serait parfaitement impraticable. L'espace radioélectrique, déjà fort encombré, n'admettrait pas un tel gaspillage de fréquences. D'autres économies sur le contenu des signaux sont heureusement possibles, car l'œil est de connivence avec l'ingénieur. L'œil ignore en effet la couleur des détails très fins dont il ne perçoit plus que l'intensité lumineuse. Les nuances exactes de ces trois fils, bleus par exemple, n'apparaîtraient vraiment à l'œil que sur de grandes surfaces. Or, ce qui échappe à la vision naturelle, il serait vain de chercher à le transmettre. Les détails très fins, c'est au signal de luminance élaboré à partir des primaires à haute définition fournis par les caméras qu'incombe leur transmission. Les signaux primaires seront donc soulagés de cette mission d'information. Le signal de luminance Y est soustrait du signal rouge et aussi du signal bleu, opération qui donne naissance à deux signaux dits de chrominance. La réduction de la finesse d'analyse de la chrominance se traduit par la possibilité de comprimer à l'aide de filtres au départ la bande de fréquence que tout signal emprunte au spectre radioélectrique autour de sa fréquence porteuse. Les lois de l'information sont en effet inexorables. Plus l'image est fouillée, plus large est la bande de fréquence que nécessite sa transmission correcte. C'est le prix à payer dans l'espace radioélectrique. Avec sa haute définition, l'image de luminance est largement servie par une transmission à large bande. L'image de chrominance se satisfait d'une définition plus basse. On se trouve toujours à la tête de trois signaux qu'il s'agit de transmettre sur un émetteur unique. La technique téléphonique éprouvée des fréquences sous-porteuses va résoudre ce problème apparemment insoluble grâce au fait que les deux signaux de chrominance peuvent se transmettre à bande réduite. Articulées sur leur fréquence porteuse, ces bandes réduites sont encastrées dans la bande de grande largeur consacrée à la luminance à pleine définition. Les fréquences porteuses de chrominance seront regardées par la porteuse principale comme partie intégrante du signal de luminance, d'où leur nom de sous-porteuse. Des filtrages soignés, à l'arrivée comme au départ, empêcheront toute confusion, un peu comme les voix d'un chœur fondu dans un ensemble vocal unique, gardent leur fréquence propre, facilement identifiable. Les sopranis chantent la couleur, l'ensemble, le noir et blanc. Deux sous-porteuses sont, semble-t-il, nécessaires. Mais l'électronique offrait encore des ressources et une seule sous-porteuse peut suffire, au prix, il est vrai,
d'une double modulation simultanée de cette unique sous-porteuse par les deux signaux de chrominance. Les signaux complexes de la télévision en couleur, rayonnés par un seul émetteur, sont reçus ensemble par le récepteur réglé sur la fréquence émise. À la sortie des divers circuits, d'amplification, filtrage, détection, le signal de luminance et les deux signaux de chrominance rouge et bleu se retrouvent à l'entrée d'une matrice qui fournira les trois signaux primaires, dont le vert. Une simple addition de la chrominance rouge et de la luminance à haute définition restitue le signal primaire rouge. De même pour le signal primaire bleu. Le vert exige au préalable le calcul de la chrominance verte à partir des trois signaux reçus. Ces additions de luminance injectent en permanence une haute définition au primaire, non plus celle qu'il possédait en propre, maintenant perdue par compression, mais cette haute définition collective portée par le signal de luminance. Ces opérations peuvent être transférées en grande partie dans les canons du tube. Les signaux de chrominance, rouge et bleu, sont envoyés directement sur les canons affectés à leur couleur. La matrice se borne à élaborer le signal de chrominance du vert, celui qui n'est pas transmis. Le signal de luminance attaque les cathodes des trois canons reliés ensemble. Les faisceaux d'électrons suivent l'intensité du signal de luminance, tous ensemble avec la pleine définition portée par celui-ci. Le signal de chrominance, appliqué au Vénelt, module le faisceau. La résultante finale et son intensité sont bien conformes au signal primaire. Quand il n'y a pas de couleur du tout dans l'image, comme dans cette robe, les signaux de chrominance s'annulent, ce qui n'est pas leur moindre avantage. Pour le vérifier, encore un peu d'arithmétique et même d'algèbre. Le signal de luminance seul commande les trois faisceaux tous ensemble. Les trois phosphores sont excités pareillement, ils reproduisent bien du gris. La réapparition de couleurs au sein de l'image déséquilibre ce tir égalisé, en ajoutant l'information de chrominance. L'image couleur se nourrit de luminance et de chrominance. Émis en télévision classique, ce bouquet deviendra gris. Le tube du téléviseur couleur ne reçoit plus maintenant qu'un signal vidéo classique pour alimenter ses trois canons. C'est la deuxième compatibilité. Les indéniables qualités de ces images ne doivent pas masquer les difficultés et les risques qu'il y a à transmettre deux informations aussi délicates que la couleur, quand elles se partagent la voie unique d'une seule sous-porteuse. La stabilité est essentielle. Il fallait explorer d'autres solutions. Le système proposé pour l'Europe s'y est attaché. Ce système transmet en un instant donné un seul signal de chrominance, par exemple celui du bleu. On voit qu'en possession de cet unique signal bleu, la matrice ne pourrait calculer les deux autres signaux de chrominance en rouge et en vert. Elle ne connaît que leur somme grâce au signal de luminance. Mais à la réception, ce signal unique bleu est dédoublé en deux jumeaux dont l'un se dirigera directement vers la matrice, tandis que l'autre, représenté au-dessous, traversera un dispositif à retardement, sorte de handicap qui lui fera subir un retard d'une longueur, soit le temps exact de balayage d'une ligne. À la prochaine ligne, on émettra un signal rouge, qui à la réception subira le même traitement. Dédoublement, puis dispositif à retard pour l'un des jumeaux, et ainsi de suite. Bien sûr, ce qu'on voit là au ralenti avec des temps d'arrêt se déroule en réalité de façon ininterrompue à la cadence de plus de 15 000 lignes à la seconde. Que se passe-t-il à chaque instant à la sortie de cette double voie? À chaque instant, un signal bleu et un signal rouge sont présents. Mais alors que le signal bleu, n'ayant subi aucun retard, est bien celui de la ligne en cours de transmission, le signal rouge est un signal retardé emprunté à la ligne précédente. Ce sera l'inverse pour la ligne suivante. Signal rouge normalement transmis, signal bleu
empruntées à la ligne précédente. Il ne reste plus qu'à aiguiller tous les signaux de même couleur vers l'entrée correspondante. C'est le rôle de l'inverseur électronique, automatiquement déclenché par les impulsions de balayage. Ainsi, ligne après ligne, le processus se répète et l'image se reconstitue. Tel est le principe du balayage alterné, l'une des bases du nouveau procédé, du procédé proposé pour l'Europe, le SECAM. Ce balayage alterné, exploitant 2 fois sur 2 lignes voisines une même information de chrominance, entraîne une baisse de la définition verticale. Mais cette définition verticale est toujours très largement supérieure à ce que l'œil demande. Sa réduction entame à peine la marge énorme par rapport à la définition horizontale transmise à bande réduite. Une image parfaite est pourtant un seul signal de chrominance à transmettre à la fois. Avec cet atout technique considérable, le système SECAM a pu choisir pour la sous-porteuse de chrominance et son signal unique le meilleur procédé de transmission, la modulation de fréquence, celle de la haute fidélité. En modulation de fréquence, l'onde supportant le signal conserve une amplitude rigoureusement constante. Le signal ne la modifie pas. La fréquence de la sous-porteuse caractérise le blanc de référence. Les fréquences qui s'en écartent caractérisent les autres points de couleur. Les signaux primaires, issus de la caméra rouge par exemple, modulent la fréquence de référence suivant la dose de primaire rouge. Un point se déplaçant vers le turquoise correspondra à une augmentation de fréquence. Une fréquence supérieure à la fréquence de référence caractérise donc le turquoise. Inversement, en se déplaçant vers le sommet rouge, la fréquence caractéristique diminue en passant par la fréquence de référence du blanc. Ainsi, la modulation de fréquence rend-elle compte de la position exacte des points de couleur. Incluse dans sa modulation de fréquence, la chrominance du SECAM est prête à affronter les péripéties de la transmission. C'est un signal robuste. Il y a dans la théorie de l'information une loi physique qui tente à désorganiser tout message, à le noyer dans le bruit de fond général du monde électromagnétique qu'il traverse, comme dans ses ennemis plus proches que sont les parasites industriels. Mais la chrominance elle-même constituait à un certain degré un signal parasite pour l'image de luminance reçue par les téléviseurs noirs et blancs. Et c'est encore la modulation de fréquence, avec son amplitude rigoureusement constante, bien en dessous de l'amplitude de luminance, qui offre la protection la meilleure contre cet effet parasite. Cette modulation apporte encore d'autres avantages. Les altérations que subit la phase, calage au temps zéro de tout phénomène vibratoire, modifient le phénomène. Si l'information est liée à la phase, elle en subira des fluctuations. En modulation de fréquence, l'information est contenue dans le nombre d'oscillations comptées par le récepteur. Donc, l'information de teinte dans le SECAM ne sera pas affectée normalement par les altérations de phase. Qualité fondamentale qui permet au signal de franchir correctement les longues lignes de transmission, des relais aux émetteurs en passant par les faisceaux hertziens. Au studio même, cette qualité permet au SECAM d'enregistrer ses signaux sur les magnétoscopes classiques du noir et blanc. Nouvel avantage, au moment où l'enregistrement magnétique des programmes de télévision s'affirme comme l'un des meilleurs outils des réalisateurs. En bout de chaîne, le téléspectateur est le grand bénéficiaire de toutes ces améliorations. Il ne trouvera pas sur son téléviseur couleur davantage de boutons à régler que sur le téléviseur noir et blanc. La teinte, transmise rigoureusement par la modulation de fréquence, n'a pas à être réajustée. L'image en couleur, émergeant de signaux fidèles et stables, apportera l'authenticité du monde réel. Ce monde est en couleur et son image ne pouvait vraiment pas être condamnée au noir et blanc. Le procédé SECAM, le procédé de télévision en couleur. Bon, en 1956, j'ai donc eu la chance de trouver une idée originale, ce qui n'arrive pas très fréquemment dans la vie. C'est quoi cette idée originale? Eh bien, l'idée générale, c'est qu'au lieu de s'acharner à transmettre simultanément 3 informations, on pouvait en transmettre 2. Le principe de la télévision, tout le monde le connaît. La caméra de prise de vue de télévision classique permet la transformation d'une image optique en un signal électrique aisé à transmettre.
un pinceau électronique décompose l'image en lignes et sur chaque ligne mesure la charge de chaque point d'image. Le signal électrique ainsi formé peut être émis par radio et c'est la télévision telle que nous la connaissons. À la réception, l'image se reconstitue ainsi sur l'écran du téléviseur, point par point, ligne par ligne. Et pour reproduire des images en couleur, il faut que l'écran du téléviseur porte des éléments phosphorescents colorés. Frappés par un rayon électronique, ces éléments s'illuminent en leur couleur caractéristique, vert, rouge ou bleu. Le tube image comprend 3 sources d'électrons respectivement modulés par des signaux électriques caractéristiques de la composante verte, rouge et bleue de l'image à reproduire. Tous ces petits points se fondent pour former une image continue. Ce qui fait l'intérêt de l'invention d'Henri de France est que l'une des informations est émise en permanence, la luminance, cependant que les deux autres, ou chrominances, sont émises alternativement sans risque de mélange. Dans le récepteur, les informations de chrominance suivent un double chemin, un chemin direct et un chemin avec un dispositif à retardement, ce qui permet d'éviter ainsi toute déformation de couleur. Et comment vous est venue l'idée? Vous savez, c'est extrêmement difficile à dire parce qu'on a d'abord une petite idée, n'est-ce pas, et puis on expérimente et on modifie. Et puis ça, c'est le point de départ. Alors on se dit, bon, bah ça, c'est une bonne voie. Porte de Versailles, Salon international de la radio-télévision. Le premier salon de la couleur à 3 semaines du lancement officiel en France de la télévision en couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes séduit par la couleur? Ben, ça change, hein. C'est nouveau. Ben, c'est très joli. Justement, j'étais venue exprès pour voir l'effet, mais je trouve ça vraiment joli. C'est une très jolie chose. Je trouve que c'est formidable. Et ma foi, ça me paraît assez extraordinaire. Ça change pas tellement du noir et blanc. Enfin, c'est quand même plus agréable. Je pense que ça a certainement un très grand avenir et que dans quelques temps, le noir sera complètement disparu. Les couleurs sont un peu fortes, ça surprend la première fois, mais je trouve que c'est bien. Ça nous paraît peut-être un peu pas très net, très clair, mais je suis sûre qu'on s'habituera. Lumière. Attention. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Merveilleux, oui. Vous venez de l'entendre, tous ceux qui l'ont vu le constatent, la couleur apporte au petit écran une nouvelle dimension. Trois procédés de télévision en couleur existent actuellement dans le monde. Le NTSC américain, le PAL allemand et le SECAM, séquentiel à mémoire, procédé français choisi par de nombreux pays, dont l'Union soviétique et les pays de l'Est. Procédé mis au point par Henri de France. Monsieur Henri de France, procédé français SECAM de télévision en couleur, c'est votre enfant? Oui, monsieur, en effet, c'est mon enfant à l'origine. Mais bien entendu, il a fallu faire un développement intensif et ce développement ne peut se faire qu'avec des équipes d'ingénieurs de grande valeur et de grand dévouement. Quand et comment avez-vous inventé ce procédé? Eh bien, vous savez, dans le métier de l'électronique, auquel j'appartiens depuis près de 40 ans, j'ai pas vu, si vous voulez, de révolution. C'est-à-dire, ça a été constamment une évolution, un ensemble de perfectionnements qui, ajoutés les uns aux autres, finissent par faire un produit et qui devient définitif. Alors, pour le SECAM, ça a été aussi le résultat d'études que nous avions déjà faites pendant près de 10 ans avant. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de mes collaborateurs, ça fait 20 ans que nous travaillons la couleur. Est-ce que dans l'avenir, il n'y aura plus qu'un seul procédé de télévision en couleur, d'après vous? Non, je ne le pense pas, mais il ne faudrait pas croire que c'est grave, n'est-ce pas? On a écrit beaucoup et on a dit beaucoup sur la question. En fait, c'est extrêmement facile. Les systèmes sont très voisins. Les systèmes, les SECAM sont très voisins. Nous avons résolu complètement le système du transcodage. Il n'y a aucune difficulté pour les échanges de programmes. Tout ça a été vérifié et tout ça ne pose aucun problème. D'autre part, vous allez avoir des récepteurs qui pourront recevoir le PAL et le SECAM. Et même le téléspectateur ne s'en apercevra même pas. Je parle de ceux qui sont sur des régions frontières, qui peuvent recevoir l'un ou l'autre des systèmes. Bien, automatiquement, le récepteur se mettra
en harmonie avec le système utilisé. Monsieur de France, comment envisagez-vous l'avenir de la télévision en couleur en France? Eh bien, c'est une question qui m'intéresse beaucoup et évidemment, moi, je vois un très grand avenir à la télévision en couleur. Je pense que tout est en couleur maintenant, n'est-ce pas? Le cinéma, le cinéma amateur notamment, enfin, tout le monde fait des films de vacances en couleur. Je pense que la couleur est une évolution normale. Donc, je crois à un très grand développement de la couleur, un très grand développement de la couleur. Encore faut-il, si vous voulez, que les prix soient convenables. Est-ce que vous allez acheter un poste alors? Pas dans l'immédiat, trop cher. Trop cher. Ah, pour l'instant, j'en ai un depuis une dizaine d'années en noir et blanc. Il faut qu'il soit amorti un peu plus quand même. On a déjà du mal à faire la télévision 2 chaînes en noir. Alors pour la couleur, c'est certainement pas pour l'instant. On en a les moyens, je me la payerai. Est-ce que vous allez acheter un poste alors? Je pense, oui. Je pense, j'attends encore un petit peu, mais... Alors allez-vous acheter un poste? Pas tout de suite, mais ça viendra. Pour produire en série des récepteurs couleurs, les constructeurs français ont dû livrer une véritable course contre la montre. En moins d'un an, ils ont installé des chaînes de production un peu partout en France pour pouvoir gagner la bataille de la couleur. Arme principale de cette bataille, le tube cathodique. Monsieur Billard, y a-t-il une différence fondamentale entre le tube cathodique noir et blanc et couleur? Bien sûr, il y a beaucoup de différences. Mais avant d'en arriver à la couleur, il peut être intéressant de passer rapidement en revue l'évolution des tubes pour la télévision depuis les 20 dernières années. Depuis le premier tube rond de 1947 jusqu'aux tubes actuels, en voyant que les tubes ont changé d'abord de forme, ils sont devenus rectangulaires, ils ont changé également de profondeur, de façon à permettre la réalisation de récepteurs moins encombrants. Et nous arrivons ainsi au dernier né des productions françaises, le tube couleur. Les deux fabricants français ont décidé d'assurer dès 1967 la mise en route d'une production sur le système des tubes dits à masque perforé, la seule à être réalisable industriellement aujourd'hui. Monsieur de Ribrol, la fabrication en série des postes couleurs vous a-t-elle posé des problèmes différents de la fabrication des postes couleurs en noir et blanc? Nous avions des différences absolument fondamentales, car fabriquer des téléviseurs en couleur, c'était pratiquement fabriquer 3 téléviseurs en un seul. Mais vous voyez que ce problème a été totalement maîtrisé, et la visite que nous faisons aujourd'hui, et la chaîne de fabrication qui vous est montrée, vous prouve suffisamment que nous sommes, dès le début de septembre, amenés à offrir au public des téléviseurs actuellement fabriqués en série. Le prix moyen d'un récepteur couleur actuellement est de 5 000 francs. Ne pensez-vous pas que ces prix trop élevés vont freiner le développement de la télévision en couleur? Eh bien, il est évident qu'au départ, la télévision en couleur s'adressera à une couche aisée de la population. Cela dit, il faut que vous sachiez que la France, étant le promoteur d'un système international de télévision en couleur, l'industrie française se devait de donner aux téléspectateurs français une image d'une exceptionnelle qualité. Elle se devait de plus de donner à ce téléspectateur, sur un même appareil couleur, l'ensemble des émissions 819 lignes et 625 lignes couleur et noir et blanc. Elle y a réussi, et c'est au départ une technique chère. Il faut tenir compte également en France des conditions fiscales dont le public connaît bien les incidences, le taux de la TVA, et aussi l'ensemble des marges de commercialisation qui vont de l'usine de l'industriel à la vitrine du revendeur.
Monsieur Delalloy, vous êtes commerçant, vous représentez tout le commerce de détail radio-télévision. À 3 semaines du lancement de la chaîne couleur, comment se présente le marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes? Il y a surtout beaucoup de personnes intéressées par la télévision en couleur, mais je ne pense pas qu'actuellement il y ait énormément de commandes. Et pour quelle raison d'après vous? Est-ce que c'est une raison de prix essentiellement? Une des raisons essentielles est évidemment le prix relativement élevé des appareils. Est-ce que justement le commerçant est peut-être un peu fautif dans cette affaire, non? Oh, absolument pas, pour la raison suivante. Vous avez 2 catégories de prix dans la production actuelle. Certains fabricants ont choisi les prix conseillés et ils concèdent à ce moment-là quelque chose comme 25% de marge, or que la plupart des grandes marques ont choisi le prix de cession nette du fabricant au vendeur, laissant ce dernier le soin de déterminer le prix de détail. Or, les prix suggérés par ces mêmes fabricants nous laissent environ 20%, ce qui est insuffisant. Ce qui représente par exemple pour un poste d'une valeur de 5 000 francs, qui est vendu 5 000 francs en public, une marge de 1 000 francs pour le Cela commerçant. représente 1 000 francs, effectivement, et 20% sont insuffisants si l'on tient compte que la marge moyenne des frais généraux dans nos entreprises représente environ 20 à 25%. Il y a également un autre problème important, est-ce que le commerce de détail s'est préparé au dépannage des postes couleurs? Depuis plusieurs mois, en collaboration avec l'ORTF, les fabricants, la formation professionnelle des adultes, nous avons effectivement appelé des milliers de professionnels qui ont répondu d'ailleurs positivement pour renforcer leurs connaissances techniques. Et ils ont même été jusqu'à faire des investissements de plusieurs millions d'appareils de mesure afin de pouvoir faire face à la maintenance qu'imposera le fonctionnement de ces appareils. Je crois qu'il y a beaucoup de différences entre un téléviseur noir et blanc et un téléviseur couleur. Ça, c'est évident. Il y a une très grosse différence, surtout au point de vue complexité de l'appareil. Non pas complexité pour les réglages à l'usage de l'usager, mais pour l'installateur. Alors, est-ce que le téléspectateur pourra lui-même faire quelques réglages? Eh bien, il aura très peu de réglages à faire dans un télécouleur, puisqu'ils sont rigoureusement les mêmes que sur un téléviseur noir et blanc, c'est-à-dire des boutons qui sont à sa disposition. Mais évidemment, pour l'installateur, c'est une autre histoire. Alors là, vous avez une série de boutons qui se trouvent à l'intérieur d'une petite porte qui est cachée, qui comporte une trentaine de boutons, qui est obligatoirement à régler à la mise à l'installation de l'appareil et que le téléspectateur ne doit absolument jamais toucher. Monsieur le directeur général, comment l'ORTF s'est-il préparé à l'avènement de la couleur? Sur le plan des programmes, c'était presque plus délicat dans la mesure où je crois vraiment que la couleur ajoute une dimension nouvelle à nos émissions. Et là aussi, l'effort a été considérable puisque depuis plus d'1 an, les réalisateurs s'attachent à ce problème de la couleur. Alors le public va en être juge. Et ce matin encore, je voyais l'une des nombreuses émissions que nous avons préparées dans cette perspective en me rendant compte de tout ce que cela implique de difficultés. C'est un film sur Tolède et le Gréco. C'est évident que le public a des références dans cette affaire, sait ce que sont les couleurs du Gréco, sait ce que sont les couleurs d'une ville comme Tolède. Et nous ne pouvons pas nous permettre de lui donner des images qui soient en deçà de ces couleurs du Gréco, ou au-delà, ou différentes, et pas davantage des couleurs de Tolède. Cela donne la difficulté du problème que nous avons à résoudre, qui est beaucoup plus considérable que celui du noir et du blanc. Mais je crois que de ce qui a été fait, de l'expérience accumulée par nous-mêmes, de celle dont nous avons bénéficié du fait que d'autres ont commencé avant nous, et je pense spécialement aux Américains, nous avons là un ensemble de références, d'expériences, qui nous permettront, je crois, en commençant le 1er octobre, de donner au public une couleur intéressante, belle, et qui ajoutera une dimension supplémentaire au plaisir qu'il éprouve à regarder la télévision. Mais ce lancement de la télévision couleur a dû exiger de gros efforts sur le plan financier. Oui, mais la RTF, dans le passé, avait eu à connaître des efforts semblables lorsqu'il s'est agi de lancer la télévision. Et à ce moment-là, le lancement a été supporté, au fond, par ceux qui ne détenaient que la radiodiffusion. Nous sommes aujourd'hui un petit peu en présence d'un phénomène analogue. Ce que je puis dire, c'est que grâce à un ensemble de mesures qui ont été prises aussi bien au sein de l'Office qu'à l'échelon du gouvernement, la garantie est donnée que ce développement de la couleur ne se fera pas au détriment de ceux qui assurent aujourd'hui, pour l'essentiel, les ressources de l'Office, c'est-à-dire des détenteurs d'appareils de radiodiffusion et des détenteurs d'appareils de télévision. En noir et blanc. En noir et blanc. Je crois pouvoir dire que le budget de l'année prochaine, tel qu'il se présente, laissera intactes les chances, les possibilités du noir et blanc, et que, mon Dieu,
les perspectives de l'Office, de ce point de vue, ne devrait pas décevoir son public, ni celui de la couleur, ni celui du noir et blanc. La Mire Couleur, que vous pourrez voir le mois prochain. C'est en effet à partir du 1er octobre que l'ORTF diffusera 12 heures de programme couleur par semaine, y compris les actualités télévisées. En attendant, voici en noir et blanc un extrait du Croupier amoureux de Jean-Christophe Averti. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie, avec ses couleurs, envahir vos écrans. Je voudrais tout de même vous demander, au moins en ce premier jour, de considérer qu'il s'agit là d'un tour de force technique et d'une petite révolution. Je voudrais donc d'abord remercier ceux qui ont rendu possible cette mutation décisive dans l'histoire de notre télévision. D'abord, l'inventeur, M. Henri de France, inventeur du procédé français SECAM, puis tous ceux, ingénieurs, techniciens, ouvriers, qui ont contribué à la mise au point technique et industrielle de cette invention, puis les industriels français qui ont réussi à mettre sur le marché, à la date convenue, leur premier récepteur, et cela n'a pas été facile, je le sais. Et enfin, bien entendu, l'ORTF, représenté autour de moi, qui depuis des années préparait ce rendez-vous. Ce rendez-vous, il a fallu pour le tenir beaucoup d'efforts à tous, et encore une fois, je les en remercie. Je sais bien que pour l'instant, nos images en couleur ne sont accessibles qu'à quelques privilégiés et qu'elles ont un certain caractère confidentiel encore, mais je veux espérer que l'engouement du public, la qualité des programmes que l'ORTF vous proposera, et aussi le désir qu'a le gouvernement de faire en sorte que la télévision en couleur soit un phénomène populaire, modifieront profondément les conditions du marché et rendront accessible la télévision en couleur au plus grand nombre des Français. Avant de passer la parole à M. Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'ORTF, je voudrais tout de même présenter deux brèves remarques. La première, c'est que la télévision en couleur, c'est une révolution technique, mais aussi une révolution dans notre manière de voir, c'est-à-dire de penser et de sentir. C'est une révolution artistique également, car la couleur, ce n'est pas le noir et le blanc colorié, c'est quelque chose de nouveau et de différent. Et cela va poser aux artistes, aux réalisateurs de l'ORTF, aussi bien qu'aux techniciens, des problèmes nouveaux et difficiles. Encore une fois, c'est une opération difficile que nous entreprenons ici. Ma deuxième remarque se doublera d'un vœu.
Il est bon de constater que l'image la plus belle, la plus chatoyante, l'image en couleur est en même temps la plus vraie et la plus proche de la vie, et qui est en couleur. C'est là un symbole assez encourageant pour un ministre de l'Information et pour un gouvernement. Je veux donc souhaiter du fond du cœur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que votre vie quotidienne soit de plus en plus vraie, de plus en plus belle et de plus en plus colorée. Et pour le reste, à vous de juger. Comme le disait Léonard de Vinci, l'œil se trompe moins que l'esprit. Nous aurions souhaité, bien sûr, d'être jugés aujourd'hui précisément par le plus grand nombre. Nous savons que pour des raisons parfaitement compréhensibles, cela ne peut pas être le cas. Mais nous avons fait un gros effort pour que ce programme inaugural puisse être suivi par le plus de téléspectateurs possible. Ainsi, aujourd'hui, à la maison de l'ORTF et pour tous les jours qui vont suivre, des récepteurs dans couleur sont à votre disposition pour suivre les programmes couleur de l'Office. De même, aujourd'hui, dans toutes les stations de l'ORTF en province, des démonstrations sont organisées pour que vous puissiez voir la qualité des programmes couleur qui vous sont proposés. Notre vœu reste tout de même celui que vous puissiez très vite recevoir chez vous ces programmes, les recevoir dans les meilleures conditions, et M. Mercier, directeur de l'équipement et de l'exploitation, vous dira peut-être les conditions dans lesquelles une telle réception est possible. Bien sûr, la télévision en couleur, c'est certainement beaucoup plus complexe que la télévision en noir et blanc. Aussi bien, pour nous, ce n'est pas, nous techniciens, en ce jour où on quitte le secret du laboratoire, allais-je dire, pour pénétrer chez l'usager, ce n'est pas un commencement, c'est un aboutissement, l'aboutissement d'une très longue période de préparation très minutieuse, où nous avons essayé précisément de nous mettre dans les conditions les meilleures pour que, précisément au moment où on commence ce service régulier, nous puissions garantir à l'usager des signaux qui soient aussi corrects que possible. Je passe sur la mutation, Monsieur le Ministre, dont vous avez parlé en ce qui concerne l'équipement, la transformation de nos matériels, mais ceci, si vous voulez, c'est notre affaire. Maintenant, il s'agit que chaque jour, nous puissions livrer ces signaux, comme je le disais tout à l'heure, dans leur perfection. Et cela, je pense que nous sommes prêts. Encore faut-il que ces signaux soient traduits également dans de très bonnes conditions chez le récepteur de l'usager. Et là aussi, j'ai parfaite confiance dans l'expérience que nous avons eue, n'est-ce pas, Monsieur Dupont, depuis quelques mois, de certains récepteurs qui nous ont été mis à notre disposition. On a pu se rendre compte que les réglages étaient parfaitement stables. Encore faut-il que ces réglages soient faits et que ces réglages tiennent. C'est-à-dire que l'usager devra prendre quelques précautions. Il ne pourra pas modifier l'emplacement du récepteur réglé, disons, à sa convenance, et sans prendre, disons, la précaution de faire revoir le réglage de ce récepteur. Il devra prendre quelques précautions concernant l'éclairage ambiant du tube, par exemple. Mais avec ces précautions, je pense que d'un bout à l'autre de la chaîne, depuis la caméra jusque chez l'usager, nous sommes prêts pour une exploitation quotidienne de la couleur. Restent maintenant les programmes, ils sont désormais de la responsabilité de Émile Biasini, directeur de la télévision. Ce rendez-vous d'aujourd'hui est le résultat d'un tour de force technique des services de l'ORTF et il ne faut jamais oublier de les remercier. Mais la parole appartient désormais à ceux qui sont chargés de donner à la télévision tout son sens, c'est-à-dire d'en faire le véhicule des moyens d'information, de culture, d'enrichissement sous toutes leurs formes, s'adressant au plus grand nombre. À ce travail, la direction de la télévision s'est préparée elle aussi depuis longtemps et elle vous présente le premier fruit de ses efforts aujourd'hui. Mais elle n'oublie pas que ce programme en couleur, avec tout l'enrichissement que la couleur lui apporte, ce programme n'est vu en couleur que par un petit nombre et qu'il faudra un certain nombre de mois, sinon d'années, pour que la couleur devienne un phénomène véritablement populaire, implanté dans tout le pays. C'est pourquoi il convient de rassurer dès aujourd'hui les téléspectateurs anciens et habituels de l'ORTF. Ils recevront les mêmes programmes et la qualité de ces programmes ne sera pas pour eux atteinte. Il faut, comme vient de le dire Monsieur le ministre de l'Information, que la couleur,
apporte au plus grand nombre de Français le maximum d'enrichissement et la direction de la télévision s'y emploiera.